Et si ton corps te parlait depuis des années et que tu ne l'avais jamais écouté? Permets-moi de commencer par une question que tu ne t'es peut-être jamais posée à voix haute, mais que ton corps se pose en silence depuis des années. Pourquoi tes mains et tes pieds sont-ils toujours froids? Je ne parle pas du froid d'un jour d'hiver qui se résout avec une paire de gants et une bonne tasse de quelque chose de chaud. Je parle de ce froid qui apparaît même en plein été, par une journée ensoleillée, dans une pièce chauffée. Ce froid qui ne se justifie pas par la température extérieure. Ce froid qui semble vivre en toi, installé dans tes extrémités comme s'il avait la permission permanente d'y rester. Beaucoup le normalisent. C'est que j'ai une mauvaise circulation. C'est comme ça que je suis. Dans ma famille, on est tous froids. Et il y a peut-être une part de vérité dans tout ça. Mais aujourd'hui, je veux te proposer quelque chose de différent. Et si ce froid était aussi un message? Et si ton corps, avec cette sensation persistante et presque étrange, essayait de te raconter quelque chose que toi, dans le rythme accéléré du quotidien, tu n'as pas eu le temps d'écouter? C'est ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui, sans dogme, sans vérité absolue. Avec curiosité, avec respect pour la science et avec ouverture à ce que différentes traditions du monde ont observé pendant des siècles. Le corps comme territoire symbolique. Nous vivons une époque fascinante et, en même temps, un peu paradoxale. Nous avons accès à plus d'informations que jamais. Nous pouvons savoir en quelques secondes ce qui se passe à l'autre bout de la planète, lire des études scientifiques publiées il y a 3 jours, nous connecter avec des personnes de cultures complètement différentes. Et pourtant, il y a quelque chose que beaucoup d'entre nous ont perdu dans ce processus. La capacité d'écouter notre propre corps. Nous pensons trop, nous ressentons peu. Et quand le corps parle, nous le faisons taire avec un médicament. Nous l'ignorons parce que ce n'est pas si grave. Ou nous le rationalisons jusqu'à lui enlever toute sa profondeur. Les cultures anciennes faisaient exactement le contraire. Pour elles, le corps n'était pas une machine qu'il fallait maintenir en fonctionnement. C'était une carte, un territoire plein de signaux, de messages et de symboles qui, si tu savais les lire, te donnaient des informations précieuses non seulement sur ta santé physique, mais aussi sur ton état émotionnel, ton histoire personnelle, et même ton lien avec ceux qui étaient advenus avant toi. Chaque organe avait une signification, chaque douleur, une lecture possible, chaque sensation, un code qui méritait d'être déchiffré. Aujourd'hui, nous appelons ça de la superstition, ou de la métaphore poétique, ou de la pensée magique. Mais je me demande si c'était peut-être pas si insensé que ça. Parce que s'il y a quelque chose que les neurosciences modernes, la psychologie somatique et la médecine intégrative confirment ces dernières décennies, c'est précisément cela. Que le corps garde des registres que l'esprit conscient ne comprend pas toujours. Que les émotions ne vivent pas seulement dans le cerveau, mais dans les tissus, dans les muscles, dans la peau. Le corps parle. La question est de savoir si nous sommes prêts à écouter. Les extrémités comme pont vers le monde. Avant d'entrer dans le symbolique, je veux que tu t'arrêtes un moment sur quelque chose de très concret. Pense à ce que font tes mains. Elles touchent, elles construisent, elles caressent, elles écrivent, elles indiquent, elles saisissent, elles lâchent, elles soutiennent les autres. Elles se tendent vers le monde pour dire « je suis là » ou « je t'aide » ou « je te fais confiance ». Maintenant, pense à ce que font tes pieds. Ils avancent, ils soutiennent, ils enracinent, ils t'emmènent d'un endroit à un autre. Ils te connectent à la terre sous tes chaussures. Ils sont littéralement ce qui te permet d'avancer dans la vie. Mains et pieds. Les 2 extrémités du corps, les points les plus éloignés du cœur, les ponts entre toi et le monde extérieur. Et maintenant la question inconfortable. Si ces ponts sont froids, qu'est-ce que ça dit sur la connexion? Je ne le dis pas comme une accusation ni comme un diagnostic. Je le dis comme une invitation à l'observation. Parce qu'il y a quelque chose de poétique, presque inévitable, dans le fait que les extrémités du corps, celles qui nous connectent à ce qui est en dehors de nous,
soient aussi les plus vulnérables au refroidissement quand quelque chose ne circule pas bien à l'intérieur. Ce que disent les traditions anciennes. Voyageons un moment sur la carte culturelle du monde et voyons ce que différentes traditions ont dit sur ce phénomène. La médecine traditionnelle chinoise a une vision très claire à ce sujet. Dans ce système millénaire, l'énergie vitale qui circule dans le corps se divise en deux principes complémentaires, le yin et le yang. Le yang est le principe chaud, actif, expansif, solaire. C'est lui qui fait circuler le sang, qui porte la chaleur aux périphéries du corps, qui nous permet de sortir, de grandir, d'entrer en relation. Quand le yang s'affaiblit, la chaleur se concentre au centre et n'atteint plus les bords. Les mains se refroidissent, les pieds se refroidissent. Le corps, dans sa sagesse de survie, protège l'essentiel et abandonne les frontières. C'est une image puissante si on la pense en termes énergétiques et émotionnels. Le feu intérieur se mettant à l'abri pendant que les marges restent exposées au froid. Le centre survit, mais les connexions avec l'extérieur s'affaiblissent. Les traditions chamaniques, présentes dans des cultures de tous les continents, avaient une interprétation tout aussi intéressante. Pour beaucoup de ces traditions, les mains représentent la capacité de donner et de recevoir, et les pieds, la direction vitale. Vers où tu vas, quel chemin tu choisis, à quel point tu es fermement ancré dans la terre. Quand ces zones se refroidissent, on l'interprète comme une forme de retrait énergétique, une contraction subtile de l'être. Comme si quelque chose en toi disait « Je préfère ne pas trop m'étendre, je préfère ne pas avancer trop vite, je préfère ne pas toucher trop profond. » Ce n'est pas un jugement, c'est un signal. La médecine humorale de l'Antiquité occidentale, qui a dominé la pensée médicale européenne pendant plus de 1000 ans, établissait également des liens directs entre la température corporelle et l'état émotionnel et tempéramental d'une personne. Le tempérament mélancolique, associé à la terre et à l'élément froid et sec, était celui qui se retire, rumine, observe de loin. Le sanguin, chaud et humide comme l'air, était celui qui s'expand, se connecte, circule. Le caractère et la température, l'émotion et le corps, entrelacés. Des cultures différentes, des époques différentes, des langages différents. Mais une intuition qui se répète avec une constance qui mérite, au minimum, qu'on y prête attention. Le froid périphérique est lié à une énergie qui ne circule pas librement, à une expansion qui ne s'achève pas, à quelque chose qui se rétracte avant d'atteindre le bord. Le système nerveux et l'hypervigilance. Je veux maintenant t'emmener dans un territoire qui me semble particulièrement révélateur, parce qu'il relie le symbolique au physiologique d'une manière que nous ne pouvons plus ignorer. As-tu entendu parler du système nerveux autonome? C'est cette partie de ta biologie qui fonctionne en dessous de ta conscience. Celle qui régule ta respiration, ta digestion, ton rythme cardiaque. Celle qui décide, en une fraction de seconde, si tu es en zone sécurisée ou s'il y a une menace. Quand le système nerveux perçoit un danger, il active ce qu'on appelle familièrement le mode combat ou fuite. Le corps entre en état d'alerte. Les ressources sont redistribuées vers l'essentiel. Le cœur, les poumons, les grands muscles. Le sang se concentre au centre et les extrémités se refroidissent. Ce n'est pas une métaphore, c'est de la biologie. C'est ce qui se passe littéralement dans ton corps quand le système nerveux dit « mode urgence ». Le problème, c'est que beaucoup de personnes vivent dans ce mode de façon chronique. Non pas parce qu'elles sont en danger réel, mais parce qu'elles ont appris, à un moment de leur vie ou de leur histoire familiale, que le monde nécessite une vigilance constante, que baisser la garde a des conséquences, que s'expandre est risqué. Et ainsi, le système nerveux reste allumé, évaluant, anticipant, sans se permettre de se détendre complètement. Le résultat physique? Des mains froides, des pieds froids. Un corps qui, même assis dans un fauteuil confortable par un après-midi tranquille, reste en mode d'alerte silencieuse. On appelle ça l'hypervigilance. Et c'est plus courant que tu ne l'imagines. Elle ne vient pas toujours d'une expérience traumatique évidente.
Parfois, elle vient d'avoir grandi dans un environnement imprévisible, d'avoir eu un aidant émotionnellement inconsistant, d'avoir appris qu'exprimer ce que tu ressentais avait un prix, de vivre pendant des années avec une pression de fond qui ne se nommait jamais mais se ressentait toujours. Le corps apprend, et ce qu'il apprend, il le répète, même quand ce n'est plus nécessaire. La mémoire du lignage. Et nous arrivons ici à quelque chose qui me fascine profondément et qui a de plus en plus de soutien de la part de la science. La mémoire ancestrale. Je ne parle pas de quelque chose de mystique ou d'ésotérique. Je parle de quelque chose que l'épigénétique, une branche de la biologie, étudie avec des résultats qui, franchement, changent la façon dont nous comprenons qui nous sommes. L'épigénétique étudie comment les expériences de vie peuvent modifier la façon dont nos gènes s'expriment. Et certains de ces changements, cela a été démontré dans des études avec des animaux, et il existe des preuves croissantes chez les humains, peuvent se transmettre aux générations suivantes. Dit de façon plus simple, les traumatismes, les peurs, les schémas de survie de tes grands-parents peuvent vivre dans ton corps sans que tu le saches. Réfléchis-y un moment. Nos arrière-grands-parents ont vécu des choses que nous avons aujourd'hui du mal à imaginer. Des guerres, des famines, des exils, des violences, des époques où exprimer ses émotions pouvait être dangereux, où la confiance était un luxe, où avancer trop vite attirait une attention indésirable. Et leurs corps ont appris à se contracter, à ne pas occuper trop d'espace, à garder le feu intérieur allumé, mais préservé, protégé. Pourrait-il que quelque chose de cette contraction vive encore en toi ? Non pas comme un souvenir conscient, mais comme un schéma dans le corps. Une façon apprise d'être en relation avec le monde qui s'est transmise, silencieusement, de génération en génération. Je ne le dis pas pour alarmer, ni pour faire peser le passé comme une faute. Je le dis comme une possibilité qui mérite d'être envisagée. Parce que s'il y a un schéma hérité, il y a aussi la possibilité de le reconnaître. Et ce qui se reconnaît peut se transformer. L'énergie ancestrale n'est pas une condamnation. C'est un point de départ. Le langage symbolique du corps. Permets-moi maintenant de proposer une lecture symbolique qui ne remplace aucune explication médicale, mais qui l'accompagne. Les mains froides peuvent symboliser la difficulté à donner ou à recevoir sans réserve, à te tendre vers les autres avec une vraie ouverture, à toucher le monde sans craindre ce qui pourrait se passer si tu t'exposes trop, à accepter ce qui vient sans filtre défensif. Combien de fois retires-tu la main, métaphoriquement parlant, juste au moment où tu pourrais te connecter ? Combien de fois évites-tu de demander quelque chose dont tu as besoin parce que ça te semble trop ? Combien de fois offres-tu ton aide à moitié parce que donner entièrement semble dangereux ? Les pieds froids peuvent symboliser l'insécurité sur le chemin. Le doute sur la direction à prendre, une relation compliquée avec le mouvement vers l'avant, une difficulté à être pleinement ancré dans le présent, dans la terre, dans ton propre parcours. Combien de fois repousses-tu une décision importante parce que tu ne te sens pas suffisamment en sécurité ? Combien de fois marches-tu dans la vie sur la pointe des pieds, sans t'engager pleinement dans aucune direction, au cas où il faudrait rebrousser chemin brusquement ? Il ne s'agit pas de chercher des coupables, il s'agit d'observer avec honnêteté. Et il y a encore quelque chose que je veux souligner parce que ça me semble particulièrement pertinent dans ce moment historique que nous vivons. Nous vivons dans une époque qui nous pousse constamment vers l'extérieur, à nous montrer, à nous exposer, à sortir de notre zone de confort, à grandir, à monter, à nous expandre. Le discours dominant est celui de l'expansion permanente. Et pourtant, beaucoup de corps disent exactement le contraire. Il y a une contradiction brutale entre ce que la culture nous demande et ce que le corps, dans sa sagesse ancestrale, est en train d'exprimer. Et cette contradiction, quand on n'y prête pas attention, génère de la tension, de l'épuisement, la sensation de courir dans deux directions à la fois. Un avertissement important, équilibre entre le symbolique et le médical. Je dois faire une pause importante ici, parce qu'une des erreurs les plus courantes que je vois dans ces territoires, c'est d'aller à un extrême ou à l'autre.
D'un côté, il y a celui qui réduit tout au physique et écarte toute lecture symbolique comme des idées de hippie. Pour cette personne, si elle a les mains froides, c'est la circulation, et c'est tout. Rien d'autre à explorer. De l'autre côté, il y a celui qui romantise tout et dit « j'ai les mains froides parce que je suis très sensible énergétiquement » ou « parce que j'absorbe les émotions des autres » ou « parce que je suis très connecté au spirituel ». Et ainsi, il évite de se faire examiner médicalement, parce que l'explication mystique lui suffit déjà. Les deux approches, appliquées de façon exclusive, me semblent incomplètes. La première chose est la plus importante. Si tu as un froid persistant dans les extrémités, fais-toi examiner. Ça peut être un déficit en fer, une fonction thyroïdienne déficiente, des problèmes circulatoires, un phénomène de Raynaud, une pression artérielle anormale, un stress chronique. Il existe des causes physiques très concrètes qui méritent une attention médicale réelle. La sagesse symbolique ne remplace pas une analyse de sang. L'interprétation énergétique ne se substitue pas à une consultation médicale. Cela dit, une fois que le physique est pris en charge, la lecture symbolique a tout son sens. Parce que le corps peut avoir une explication biologique parfaitement valide. Et, en même temps, raconter une histoire émotionnelle qui mérite elle aussi attention. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux, en dialogue. Des questions qui valent plus que les réponses. S'il y a quelque chose que j'ai appris dans ce chemin d'exploration du langage corporel et de l'héritage ancestral, c'est que les bonnes questions sont bien plus précieuses que les réponses rapides. Alors, je t'en laisse quelques-unes. Non pas pour que tu y répondes maintenant à voix haute, mais pour que tu les laisses résonner, pour que tu les portes avec toi tout au long de la journée et que tu vois ce qui émerge. Dans quel domaine de ma vie est-ce que je me retiens sans m'en rendre compte ? Y a-t-il quelque chose que je veux faire, dire, demander ou lâcher, mais que je continue à reporter parce que je ne me sens pas suffisamment en sécurité ? D'où vient cette insécurité ? Est-elle mienne ? Entièrement mienne, ou y a-t-il quelque chose que j'ai appris de ceux qui sont venus avant moi ? Quand est-ce la dernière fois que je me suis tendu vers le monde sans calculer d'abord tous les risques possibles ? Que se passerait-il si je décidais d'occuper un peu plus d'espace, de donner un peu plus, d'avancer un peu plus, sans attendre d'avoir toutes les garanties ? Ces questions, répétées dans des moments clés, peuvent être plus transformatrices que n'importe quelle technique élaborée. Parce que la transformation ne commence pas par faire différemment. Elle commence par voir différemment. Pratique concrète, de la réflexion à l'action. Bien, nous avons réfléchi, nous avons exploré. Mais si tout cela reste dans le domaine des belles idées et ne change rien dans la vie quotidienne, nous aurons perdu notre temps. Alors descendons sur Terre, avec des choses concrètes, simples, accessibles. Premièrement, prends soin du physique. Je l'ai déjà dit, mais je le répète parce que c'est fondamental. Avant de faire quoi que ce soit d'autre, fais-toi examiner. Bilan complet, thyroïde, fer, vitamine B12, vitamine D. S'il y a quelque chose de déréglé, traite-le. Ton corps a besoin que tu en prennes soin au niveau le plus basique avant de lui demander de ouvrir son énergie. Deuxièmement, observe les moments. Dans les prochains jours, prête attention aux moments où tu ressens le plus de froid dans les mains et les pieds. Est-ce dans des situations sociales où il y a de la tension? Quand tu dois prendre une décision importante? Quand quelqu'un te demande quelque chose ou quand tu dois demander toi-même? Quand tu dois poser une limite, n'analyse pas, observe seulement, note-le si tu veux. Les schémas parlent d'eux-mêmes. Troisièmement, active tes mains de façon consciente. Avant une conversation qui te rend nerveux, frotte-les, appuie-les l'une contre l'autre, bouge-les, fléchis les doigts, secoue-les doucement. Non pas comme un rituel magique, mais comme une façon de dire à ton système nerveux « Je suis là, je suis présent, je peux toucher ce moment sans me retirer ». C'est un signal que tu envoies à ton propre corps. Et le corps écoute. Quatrièmement, travaille avec tes pieds. Marche pieds-pots nus chez toi autant que possible. Sens la texture du sol sous tes pieds.
Marcher sur la terre, même si c'est le carrelage de ta cuisine, active une sensation d'enracinement qui est difficile à obtenir autrement. Tu peux aussi faire des pauses avant d'agir par impulsion et te demander « Est-ce que j'avance depuis le désir ou depuis la peur ? Est-ce que je me dirige vers quelque chose que je veux ou est-ce que je fuis quelque chose que j'ai peur d'affronter ?» Cette différence, si subtile parfois, change tout. Cinquièmement, de petits actes d'expansion volontaire. L'expansion n'a pas à être un saut dans le vide. Elle peut être quelque chose de très petit. Dire ce que tu penses dans une conversation, avec calme et respect, quand normalement tu l'avales. Demander de l'aide sans t'excuser d'en avoir besoin. Recevoir un compliment sans le minimiser immédiatement avec un « c'est rien de spécial ». Partager quelque chose de toi, une opinion, une idée, un sentiment, sans le modifier jusqu'à le rendre méconnaissable. Chacun de ces petits gestes est énergétiquement parlant du feu. Et le feu, quand on l'alimente avec constance, ne reste pas à l'état d'étincelle. Il devient foyer. L'énergie ancestrale comme point de départ. Je veux conclure avec quelque chose qui me semble essentiel. L'héritage que nous portons, qu'il soit physique, émotionnel ou relationnel, n'est pas une condamnation. Ce n'est pas un destin inévitable dont nous ne pouvons pas nous échapper. C'est plus proche de recevoir une vieille maison. Quand tu hérites d'une vieille maison, tu as des options. Tu peux ignorer qu'il y a de l'humidité dans les murs et y vivre telle qu'elle. Tu peux la démolir et construire quelque chose de complètement nouveau depuis zéro. Ou tu peux l'habiter avec respect, connaître son histoire, réparer ce qui doit l'être et en faire quelque chose qui t'appartient vraiment, qui porte ta marque en plus de celle de ceux qui y ont vécu avant toi. L'énergie ancestrale fonctionne de la même façon. Ce n'est pas une chaîne qui t'enchaîne. C'est une rivière qui coule depuis des siècles. Tu peux te laisser emporter sans t'en rendre compte. Ou tu peux apprendre à y nager, à en comprendre le courant et à l'utiliser pour t'élancer vers où toi tu décides d'aller. Et peut-être, seulement peut-être, réchauffer ses mains ne commence pas avec des gants. Ça commence avec des décisions, avec la permission, avec le choix, conscient et répété, de s'expandre un peu plus chaque jour. Tes mains et tes pieds froids ne sont ni une énigme sans solution, ni une simple donnée médicale à ignorer. Ils sont les deux choses à la fois. Ce sont un phénomène corporel avec des causes physiologiques réelles. Et ce sont aussi, peut-être, une métaphore vivante de quelque chose que ton histoire, ton système nerveux et peut-être ton lignage essaient de te dire depuis longtemps. Nous avons hérité bien plus que la couleur des yeux ou la forme du nez. Nous avons hérité de façons d'être dans le monde, de façons de nous protéger, de réflexes d'expansion et de contraction qui se sont façonnés au fil des générations et qui vivent en nous comme des schémas invisibles, mais palpables. Et pourtant, nous ne sommes pas condamnés à les répéter. Le premier pas consiste simplement à remarquer, à observer sans juger, à écouter ce que le corps essaie de te dire depuis longtemps avec cette sensation persistante au bout des doigts, dans la plante des pieds. Le deuxième pas, c'est d'agir, en petit, avec constance, avec la conviction que chaque geste d'ouverture, si minime soit-il, est un acte de transformation. Alors la prochaine fois que tu sentiras le froid dans tes mains, au lieu de les glisser automatiquement dans tes poches, fais une pause. Demande-toi, dans quelle partie de ma vie est-ce que je me retiens en ce moment? Et demande-toi aussi, que se passerait-il si, juste pour aujourd'hui, je me permettais de m'expandre un peu plus? La réponse qui émergera pourrait te surprendre. Je te lis dans les commentaires. Dis-moi, est-ce que tu te reconnais dans certaines de ces idées? As-tu habituellement les mains ou les pieds froids? Qu'est-ce qui résonne en toi dans tout ce que nous avons exploré aujourd'hui? À la prochaine vidéo.